Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un Catulu qui va être riche, étant donné que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, donc du coup il faut que je vous parle des lectures qui m'ont suivi et accompagné pendant ces 15 derniers jours, et autant vous dire qu'il y a de la matière en fait. Il y a de la matière. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le premier que j'ai lu sur ma liseuse. C'est le nouveau roman de Laure Manel, 5 cœurs en sursis, publié aux éditions Michel Lafon, dont je vous mettrai la petite vignette ici. Dans ce roman, Laure Manel va nous emmener dans une famille qui va être complètement bouleversée par un énorme cataclysme. Un matin, la police débarque au domicile donc de cette famille et arrête la mère, Catherine, sous les yeux de son mari et de sa fille aînée, qui a, je crois, 11 ou 12 ans à l'époque. Et du coup, c'est la sidération. Parce que Catherine, elle est arrêtée pour meurtre. Elle est soupçonnée d'avoir assassiné une femme qui fréquentait le même cours de yoga qu'elle. Et on va suivre donc la famille de Catherine, son mari, ses enfants, sa mère et sa sœur, pendant toute la durée de l'enquête et après. Pardon, ça commence bien. Je suis pas sûre de finir cette vidéo en vie. Et donc, Laure Manel va donc se placer du côté des proches du coupable. Parce que très vite, le doute n'est absolument pas permis. Catherine a bel et bien commis cet acte affreux, a bel et bien tué cette femme. Et donc, sa famille va passer par plein de phases. Et les membres de la famille vont bien évidemment réagir de manière extrêmement différente. On va avoir de la sidération, de l'incompréhension, de la colère, du déni et de la culpabilité. Culpabilité pour un personnage qui se doutait un petit peu de l'état d'esprit de Catherine et qui n'a pas alerté. Le déni complètement total. Non, Catherine est incapable d'avoir commis un acte pareil. C'est impossible. La colère surtout vis-à-vis de sa fille Anaïs, qui est, au moment où les faits ont été commis, une adolescente. Voilà, comme chacun sait, l'adolescence n'est pas une période facile dans une famille normale. Alors, je ne vous raconte pas une gamine au bord de l'adolescence qui subit un cataclysme pareil. Je vous laisse un petit peu imaginer l'état d'esprit de cette jeune fille et bien évidemment son mari qui va passer lui aussi par toutes les phases que chaque membre de la famille va expérimenter. J'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant parce qu'il est vrai que quand un crime est commis, on s'intéresse bien évidemment à la victime, à sa famille qui subit la perte d'un proche, mais on oublie aussi que les coupables ont eux aussi une famille et que eux aussi subissent le contre-coup de ce que le meurtrier a commis. Ils subissent l'opprobre public, ils sont marqués au fer rouge de la honte, et Laure Manel explique bien dans ce roman toute la difficulté, toute la tristesse, le chagrin, la colère des membres de cette famille. Et on les suit comme ça pendant l'enquête, pendant le procès et pendant l'incarcération. L'incarcération de Catherine. Le personnage qui m'a le plus touchée, je crois que c'est Florian, son petit garçon. À l'époque des faits, il a
il est tout petit, il se rend pas bien compte de ce qui se passe. Alors on lui a dit que sa maman avait fait une grosse bêtise et qu'elle ne pouvait plus habiter avec eux, qu'elle était en prison. Et voilà, il a été un petit peu épargné. Ça a peut-être été le membre de la famille le plus épargné par cette tragédie. Néanmoins, au fur et à mesure du récit, on se rend compte que voilà, il était peut-être pas le petit garçon aussi naïf qu'on a bien voulu le faire croire. Le personnage le plus complexe, je pense que c'est quand même celui d'Anaïs, sa fille, cette adolescente en colère contre sa mère, en colère contre le système, en colère contre la vie, en colère contre elle-même. Enfin bref, elle a toute une palette de sentiments. C'est un personnage qui est extrêmement bien construit et qui, je pense, reflète la réalité de ce que peut penser une adolescente de cet âge confrontée à une telle situation. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé cette plume. Les chapitres sont très courts et du coup on alterne selon le point de vue de chaque personnage. J'ai trouvé ça très intéressant et j'avoue que la fin est très très émouvante. Elle est à la hauteur de ce roman plein de compassion, plein de... Voilà, ce roman n'est pas dans le jugement, on tombe pas non plus dans la démagogie, dans le pathos. C'est vraiment une description de sentiments très justes, de sentiments profonds qui montrent combien l'être humain est complexe et qu'il a malgré tout de la ressource à vivre certaines situations compliquées. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Le temps des trahisons de François-Guillaume Laurin, publié aux éditions XO. Alors là, on change complètement de registre, puisqu'on est à l'époque de Louis XIII et son ministre, le fameux cardinal de Richelieu. Entre ces deux hommes, voilà, on a une relation de plus ou moins de confiance, plus que moins de complot. Et Richelieu sent que la confiance du roi lui échappe et il va décider de mettre dans les pattes du roi, si j'ose dire, un jeune homme pour qu'il soit ses yeux et ses oreilles auprès du roi. Ce jeune homme, il s'agit de Henri de Cinq-Mars. Ce jeune homme, on va s'apercevoir qu'il est extrêmement ambitieux, qu'il ne souhaite pas se contenter de la position dans laquelle Richelieu l'a mis, et il va un petit peu agir selon sa propre volonté, et il va un petit peu semer un petit peu la zizanie dans les plans de Richelieu. J'avoue que je ne m'attendais pas à lire ce genre d'histoire. Je m'attendais plutôt à lire un roman historique avec des complots, avec des rebondissements, enfin mener un petit peu tambour battant. Or, ici, je me suis plutôt donné l'impression de lire un vaudeville. Il y a des portes qui claquent, il y a des scènes pour le moins grandiloquentes. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une comédie. J'avais l'impression d'être devant une comédie de boulevard. Et c'est pas vrai. Alors c'est pas que ça m'a pas plu parce que l'histoire en tant que telle se suit bien. Néanmoins, je m'attendais à lire un petit peu autre chose et c'est peut-être en ça que ça m'a déstabilisé un petit peu et que j'ai pas spécifiquement adhéré à l'histoire. Parce que bon, malgré tout, l'histoire s'enchaîne et on voit les relations entre ces trois hommes, entre le roi, Richelieu et Cinq-Mars, qui malgré tout va quand même faire son petit bonhomme de chemin. Et on va voir aussi toute l'énergie que va mettre Richelieu à récupérer un petit peu les lauriers de ce que Cinq-Mars peut proposer au roi. Donc,
j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai passé, voilà, j'ai lu ce roman jusqu'au bout. Je ne regrette pas ma lecture, néanmoins, je m'attendais un petit peu à autre chose. Alors oui, alors des trahisons, il y en a, hein, parce qu'on parle quand même de Richelieu, faut pas oublier. C'est quand même un maître en matière de trahison et de complot. Mais voilà, c'est pas, ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas transcendé. Je m'attendais vraiment à autre chose et voilà, je regrette pas ma lecture, mais ça ne sera pas un coup de cœur. Ensuite, toujours sur ma liseuse, j'ai lu le dernier roman de Karen Ponte, dont je vous mettrai la petite vignette ici. Il s'agit de Sur scène. C'est l'histoire. Alors avant toute chose, à chaque fois que j'ouvre un roman de Karen Ponte, je sais que je vais être remuée. Et son dernier roman n'échappe pas à la règle. Dans cette histoire, on va suivre Ginger. Ginger est une jeune femme d'une quarantaine d'années. Enfin, jeune femme d'une quarantaine d'années, oui. J'ai une quarantaine d'années, je m'estime encore jeune femme, n'est-ce pas? Et donc, on va suivre Ginger, qui est une jeune femme de 40 ans, et on apprend dès le début du roman qu'elle est atteinte d'une récidive d'un cancer du sein. Et là, du coup, c'est un cataclysme qui lui tombe sur les épaules. Son médecin n'est pas très optimiste sur ses chances de guérison. Et Ginger va prendre une décision radicale à l'encontre de l'avis de son médecin. Elle va décider de ne pas se faire soigner, de ne pas suivre un protocole de chimio, un protocole de chimiothérapie, car elle estime que si il lui reste peu de temps à vivre, elle veut vivre pleinement et elle veut pas passer le temps qui lui reste à vivre à vomir tripes et boyaux. Ayant pris cette décision, elle rentre chez elle et elle fouine un petit peu dans ses cartons et elle retombe sur une vidéo que sa mère avait filmée d'elle à l'âge de 17 ans, où Ginger se rêvait chanteuse sur les planches de Broadway, dans un théâtre, dans un musical de Broadway. Et là, bah, elle va décider de tout plaquer et d'aller, si c'est la dernière chose qu'elle va faire, c'est d'aller à New York et d'essayer de réaliser son rêve et de chanter à Broadway. Bien évidemment, elle a une meilleure amie qui s'appelle Lola, et elle va demander à Lola de l'accompagner à New York dans cette aventure très prenante. Sauf que Lola, eh ben, elle est complètement aux antipodes de Ginger. Lola, c'est une angoissée chronique. Elle a peur de tout. Et alors, elle a institué dans son quotidien un programme qu'elle suit au millimètre près pour éviter de tomber dans des situations complètement inattendues et auxquelles elle aurait des difficultés à faire face. Alors malgré tout, elle a une espèce de quota, ce qu'elle appelle des points d'angoisse, et elle s'autorise un maximum de points d'angoisse dans une journée. Parce que bon, malgré tout, hein, même si on essaye de tout contrôler, il y a quand même des choses qui arrivent et qui ne sont pas prévues. Et donc, elle a ce quota de points. Ça m'a fait rire parce que ça m'a tout... J'ai dit, tiens, Lola, elle a inventé le Weight Watcher de la peur. Le Weight Watcher de l'angoisse. Ça, cette situation-là, bah, c'est 3 points d'angoisse. Mon Dieu. Donc voilà, elle m'a fait rire parce qu'elle a inventé le Weight Watcher de la peur. Et donc, quand Ginger lui demande de l'accompagner à New York, c'est impensable pour Lola, ne serait-ce que préparer une valise, prendre le métro, prendre l'avion, atterrir à New York, dans une ville qu'elle ne connaît absolument pas, dans le bruit, bref, c'est une situation angoissante, plus. Malgré tout, et parce que c'est sa meilleure amie, et vu les circonstances, Lola va prendre sur elle, et elles vont donc partir à New York, vivre des aventures complètement trépidantes. J'ai complètement vécu cette aventure avec elle. J'ai visité New York, le nez en l'air, en admirant les gratte-ciel, en admirant les écrans géants de publicité qui sont sur les façades des immeubles. Je me suis imaginé me balader à Central Park
avec elle. Je me suis imaginée aussi rentrant dans un théâtre de Broadway, avec les magnifiques comédies musicales. Et c'était vraiment extrêmement émouvant. Euh, oui, c'était très très émouvant. Parce que bon, on suit quand même Ginger, on sait très bien comment ce roman va se terminer, donc forcément, on a ce petit pincement au cœur. Et franchement, moi j'admire beaucoup Ginger, j'admire beaucoup ce qu'elle a fait. Je sais pas si, je sais pas si en étant à sa place, j'aurais fait la même chose parce qu'il faut énormément de courage pour dire non au traitement et accepter l'issue fatale. Parce que bon, elle a compris hein, quand même très rapidement ce qui allait lui tomber dessus si elle renonçait au traitement. Et franchement, j'admire. Je l'ai admiré. C'est un roman extrêmement émouvant. Je crois que c'est le roman le plus émouvant de Karen Ponte. Notamment dans la petite préface. Karen Ponte, elle a dédié ce roman à Matthew Perry, qui nous a quittés récemment. Matthew Perry, voilà, c'est l'acteur, l'incarnation du personnage de Chandler Bing dans Friends. C'est une série que j'ai adorée, c'est des personnages que j'ai adorés. Chandler, c'était un trublion, un mec qui adorait faire rire, mais c'était aussi quelqu'un qui était extrêmement sensible. Et voilà, on a tous pleuré, tous les fans de la série ont pleuré la mort de Matthew Perry. Et bon, voilà, Karen Ponte étant une grande fan aussi de Friends, elle a souhaité dédier ce livre à l'incontournable et l'inoubliable interprète de Chandler. Donc, on sait là, dès le départ, dès les premières lignes de ce roman, qu'on va chialer notre race. Et effectivement, je vous conseille de lire ce roman, mais avec une boîte de mouchoirs à côté de vous, parce que ça remue. Hein. Ça remue vraiment beaucoup. C'est un roman, c'est un roman qui nous dit d'accomplir nos rêves avant qu'il soit trop tard. C'est un roman sur l'amitié. C'est un roman sur la résilience, l'acceptation, sur la maladie aussi, parce qu'il faut bien... voilà, il y a quand même l'ombre de ce foutu cancer qui plane au-dessus des personnages. Durant leur périple à New York, elles vont rencontrer des personnages qui sont très beaux. Moi, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, notamment le chien et le petit chien Molos. Je vous laisse découvrir Molos et Garfunkel, un chat qui est trop mignon aussi. Enfin bref, je vous conseille vraiment la lecture de ce roman. Si vous aimez les comédies musicales, si vous aimez la chanson, si vous aimez la musique, si vous aimez New York, si vous aimez Broadway, eh ben allez-y. Et si vous aimez Karen Ponte aussi, parce que là, elle a donné vraiment tout le potentiel de son talent d'autrice dans ce roman. Et voilà, c'est un roman extrêmement poignant, extrêmement émouvant, mais plein de joie de vivre aussi. Plein de joie de vivre, plein de paillettes dans les yeux. Franchement, c'est un roman, je ne vais pas dire exceptionnel, mais quand même vraiment, vraiment bien. Et enfin, je vais vous parler quand même d'un roman qui m'a aussi retourné, mais dans un sens différent, celui de Karen Ponte. Il s'agit de « Et chaque fois mourir un peu » de Karine Diebel, publié aux éditions Récamier. Alors ici, c'est le tome 1 qui s'intitule « Blast ». Quand j'ai ouvert ce roman, quand j'ai commencé sa lecture, je me suis demandé où est-ce que j'allais aller avec ce roman. Parce qu'ici, il n'y a pas de tueur en série,
On n'est pas dans un tueur, on n'est pas dans un roman avec, dans un thriller avec serial killer. On est dans un roman très noir, très sombre, qui m'a un peu rappelé l'ambiance de Meurtre pour rédemption, qui est, à mon sens, le meilleur roman de Karen Gebel. Et ici, je savais pas trop où est-ce que j'allais aller. Et puis, j'ai fait la connaissance de Grégory, le personnage principal de ce roman. Grégory, il est infirmier à la Croix-Rouge internationale. Et il est infirmier et il est envoyé dans le cadre de missions humanitaires sur le lieu de quasiment tous les conflits armés que la planète a connus. On est au début du roman dans les années 90. Et la première mission où on rencontre Grégory, il est à Sarajevo, en ex-Yougoslavie. Et on voit cet homme qui est absolument dévoué à ses patients, qui est en danger permanent là où il se trouve, parce qu'il est au plus près des combats. Et là, il va tenter de réparer les victimes de ces conflits. De ces conflits. Alors, on va le suivre au Rwanda, on va le suivre en Tchétchénie, on va le suivre à Sarajevo, parce qu'il y va plusieurs fois. Il va plusieurs fois dans ces pays, et au fur et à mesure, il est confronté à tout ce que l'homme peut... à tout ce que l'homme peut être barbare. Ma phrase est un peu alambiquée, mais tout au long de ce roman, je me suis dit, voilà, l'expression « l'homme est un loup » pour l'homme prend vraiment tout son sens là-dedans. C'est vraiment tout ce qui est raconté, les exactions, les tortures, les descriptions de blessures, tous les humanitaires qui donnent de leur temps et leur vie, parce que c'est quand même un sacerdoce, quand même, cette mission et ce job. Ils voient tout ce que... Leur quotidien, c'est l'horreur, en fait. C'est des membres arrachés, c'est des amputations, c'est des femmes, des enfants qui meurent sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour les aider. Voilà, pour une personne sauvée, il y en a 50 qui meurent. Et voilà, le personnage, il est confronté à ça tout le temps. Et il a quand même des périodes de pause, où Grégory rentre en France, et on suit aussi un petit peu sa vie en France. Et ça permet de faire un peu de va-et-vient, parce qu'il a aussi pas mal de choses à faire en France. On voit que c'est quelqu'un qui a la bougeotte, c'est quelqu'un qui a profondément dans sa chair un ADN de soignant. Il a fait des missions en France, mais il y a toujours quelque chose qui le pousse à repartir sur tous les fronts. Et alors même si voilà, les missions, voilà, au bout d'un moment on se dit, bon, bah, voilà, les missions sont répétitives, c'est toujours la même chose, c'est toujours ce même lot de morts, c'est toujours ce même lot de violence, c'est toujours ce même lot d'horreur auquel Grégory est confronté. Et puis arrive la fin, et là, je me suis pris le blast en pleine poire. Le dernier chapitre de ce roman est profondément haletant. Il est... D'abord, j'ai lu la dernière fois, j'étais comme ça. Voilà. Et là, je me suis dit, non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas terminer le roman comme ça, quand même. C'est un roman très noir, très sombre,
où à chaque page, on est confronté à l'horreur, à des mutilations, je vous dis, à des membres déchiquetés, à des membres amputés, à, à toute l'horreur de ce que l'humain peut, peut perpétrer comme horreur. Voilà, pendant que j'ai lu ce roman, je me suis évidemment mise à penser à ce qui se passe en Ukraine. Euh, est-ce que, je me suis demandé, est-ce que il y a ce genre de choses qui est perpétré sur les civils? Est-ce que l'armée russe perpétue ce genre ce genre de torture et de mutilation comme on l'a vu, comme ce qui est retranscrit ici sur ce qui s'est passé en Tchétchénie. On est en droit de se dire pourquoi pas. Parce que avec ce qui s'est passé en Tchétchénie, c'était quand même Poutine qui était également au pouvoir. Je dis ça, je dis rien. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce roman. Le traumatisme de la guerre, le syndrome du survivant, la culpabilité du survivant. Comment, quand vous survivez à des combats, quand vous survivez à des blessures assez graves, comment arriver à vivre avec toutes ces images qui vous hantent? Il y a énormément de choses qui sont abordées là-dedans. Il y a le syndrome post-traumatique, la question de la mobilisation des soignants en France et ailleurs, à l'étranger, à la Croix-Rouge, le manque de moyens criant, que ce soit en France ou dans des missions humanitaires. Et on a Grégory qui malgré tout ce qu'il voit, malgré tout ce qu'il entend, malgré tout ce qu'il subit d'horreur quotidienne, est toujours là, toujours fidèle au poste, toujours plein d'abnégation pour ses patients. Voilà, c'est un homme comme on voudrait qu'il y en ait vraiment dans la réalité. J'espère qu'il y a des soignants aussi impliqués que Grégory, je suis sûre. Hein. C'est un métier qu'on valorise assez peu. Et on voit aussi toutes les difficultés qu'il peut y avoir sur place. Et on voit aussi que voilà, l'homme n'apprend rien, que c'est toujours au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, il y a toujours les mêmes conflits, il y a toujours les mêmes victimes, c'est toujours les civils qui trinquent, c'est toujours les femmes, les enfants qui trinquent. On voit aussi comment sont traitées les femmes dans certaines parties du globe en période de guerre. Il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées. Alors, il faut avoir le cœur solidement accroché quand même, parce qu'il y a des descriptions qui sont particulièrement gore, mais qui retranscrivent la réalité, malheureusement. Et cette fin, je me suis régalée dans ce roman. Je suis partie complètement dans l'inconnu. Et j'ai retrouvé cette ambiance à la Meurtre pour Rédemption. Donc, j'espère que le deuxième tome va être du même acabit, de la même intensité. Et encore une fois, Karine Gable a fait du Karine Gable. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais si vous avez aimé Meurtre pour Rédemption, je pense très sincèrement que vous aimerez et chaque fois mourir un peu, et que vous aimerez le personnage de Grégory, qui restera, à mon sens, un personnage qui va rester très longtemps dans la mémoire des lecteurs, à l'instar de Marianne, le personnage de Meurtre pour Rédemption. Franchement, c'est énorme, voilà, pour moi, c'est un gros un énorme coup de cœur pour. C'est quand même un peu bizarre de dire qu'on a un coup de cœur pour un roman qui relate autant d'horreur, mais c'est surtout un coup de cœur pour le personnage de Grégory, qui, malgré toute l'horreur qu'il voit quotidiennement, il y a quand même des moments où il y a de l'espoir,
et où ça se termine plutôt bien pour certains personnages, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est même si à chaque fois on meurt un peu, il y a quand même, il subsiste encore un petit peu d'espoir pour l'humanité, et franchement, c'est un très 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 bon roman noir. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de lire les romans que je vous ai présentés, notamment celui-ci. J'espère avoir trouvé les mots pour vous avoir convaincu de tenter l'expérience de ce roman. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu pendant ces 15 derniers jours. Vous savez que j'adore vous lire et que je réponds avec plaisir à vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. Et n'hésitez pas à vous abonner également. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!